Primé en février dernier par le magazine anglais African Leadership Magazine en Afrique du Sud comme personnalité de l'année, Ismaël Cissé, directeur général de Cyrus Capital, banque d'affaires, société de gestion et d'intermédiation, donne son analyse sur les répercussions de cette pandémie de Covid-19 dans la zone UEMOA et plus globalement dans le monde. Monsieur Ismaël Cissé, bonjour. Bonjour. Nous vivons une pandémie de Covid-19 qui est certes sanitaire, mais économique avec la chute des marchés financiers. Vous, en tant que directeur général, c'est vrai, d'une banque d'affaires, mais en tant que spécialiste de la finance et de la bourse, quel impact réel de cette pandémie on peut faire déjà de manière globale et de manière spécifique sur la zone UEMOA? Ok, c'est une bonne question et l'impact n'est pas tout à fait facile à cerner à ce stade-ci de l'évolution, mais néanmoins déjà en regardant les chiffres et l'impact économique sur le premier trimestre globalement, nous avons une chute du PIB de l'économie mondiale de plus de 7% au cours du premier trimestre 2020. 7%. Et nous anticipons que sur l'année 2020, cette chute-là va s'élever à environ 3%, soit 3 fois plus que lors de la crise financière de 2008. Donc cela dépendra bien sûr de la rapidité de retour à la normale, de rétablissement économique des différentes économies. Bien. Donc l'Afrique subsaharienne n'est pas en reste. Donc selon les statistiques de la Banque mondiale, nous allons passer d'une croissance de 2,4% sur la zone en 2019 à une récession de 5% sur l'année 2020, ce qui n'avait jamais été vu au cours des 25 dernières années. Donc les causes sont multiples, l'interrelation entre les économies. Donc le fait que les chaînes de valeur soient interrompues pénalise les pays producteurs de matières premières, comme nos économies principalement d'Afrique subsaharienne. Donc la baisse en production occasionnerait des pertes entre 40 et 80 milliards de dollars juste sur cette année en fonction des anticipations de la Banque mondiale. Très bien. Et sur les marchés, au niveau des marchés financiers, ça se fait ressentir également? Effectivement, au niveau des marchés financiers qui sont un peu le reflet de la santé générale de l'économie, surtout dans les pays plus développés. Donc quand nous analysons par exemple l'indice MSCI qui mesure la performance des marchés boursiers des pays économiquement développés. Cet indice-là a régressé de 21%, de plus de 21% au cours du premier trimestre. Si nous regardons en 3 mois, la perte de valeur qu'il y a eu sur la place boursière mondiale s'élève à 16 000 milliards de dollars, soit plus de 120 fois le PIB de la zone UEMOA. Donc les principaux indices boursiers européens ont connu une chute supérieure à 20% dans tous les cas, dans toutes les grandes places boursières européennes aussi. Très bien. Donc, paradoxalement, le marché de la BRVM n'a pas été aussi impacté. Donc, quand nous comparons nos indicateurs à ceux du premier trimestre de l'année précédente, les indicateurs sont eux plutôt positifs, c'est-à-dire nous avons un plus grand volume de transactions, la valeur des transactions augmente et les montants mobilisés sur le marché primaire aussi sont supérieurs à ceux de l'année précédente. Donc cela peut s'expliquer parce que nous avons une moins grande efficience informationnelle au niveau de nos marchés. C'est-à-dire que la réalité économique, les changements de contexte impactent moins directement notre bourse, notre marché financier. Force est de constater que les investisseurs, néanmoins, n'ont pas cédé à la panique et ils ont plus une attitude attentiste. Ils attendent de voir réellement le réel impact sur les différentes entreprises de la crise. Donc, ça laisse entrevoir plus loin dans l'année, peut-être des baisses de cours au fur et à mesure que les entreprises vont publier leurs résultats et leurs anticipations. Alors, par rapport au rôle joué des marchés financiers, est-ce qu'il y a un rôle réel que ces marchés financiers peuvent jouer en réponse à cette crise globale de pandémie? Je pense que oui. Je pense que le rôle des marchés financiers, il faut le rappeler, est avant tout de mobiliser des ressources financières auprès de la base d'investisseurs la plus large possible.
Et donc, cette démonstration a été faite notamment par la Banque africaine de développement, qui a émis un social bond il y a quelques semaines, qui a été un social bond record parce qu'il s'élevait à plus de 3 milliards de dollars. Et les intentions de souscription étaient de 1,5 fois supérieures à l'objectif de mobilisation qui, rappelons-le, était de 3 milliards de dollars. Donc, c'est la preuve que les marchés internationaux ont montré leur capacité vraiment à mobiliser des ressources au service du social et de l'économique. Donc, quand nous regardons au niveau des États de l'UEMOA, encouragés par certaines mesures qui ont été prises par la BCAO, il y a un programme d'émission de titres d'État sociaux qui a été lancé le 27 avril dernier et qui s'élève à 846 milliards de francs CFA. Donc, quand nous regardons les résultats des premières tranches, nous sommes très optimistes que ce sera aussi des opérations couronnées de succès. Donc, plus que jamais, les marchés financiers montrent leur capacité à mobiliser des ressources pour l'économique et pour le social. Très bien. Alors, il y a eu une réunion où des ministres de finances de plusieurs États au niveau de l'UEMOA et même au niveau de l'Afrique qui ont demandé à ce qu'un moratoire soit fait par rapport à leur dette, soit pour une suspension ou une annulation. Est-ce qu'avec cette pandémie de Covid-19, avec tout ce que ces ministres de finances demandent par rapport à l'annulation, on ne va pas assister à un surendettement? Un surendettement en Afrique. Écoutez, cette requête, elle a été d'ailleurs portée par plusieurs chefs d'État et par l'Union africaine. Donc c'est compréhensible vraiment de plaider pour une annulation ou un moratoire sur la dette publique des pays africains. Rendez-vous compte que chaque année, plus de 300 milliards de dollars sont destinés au service de la dette des pays africains. Donc le fait d'obtenir un moratoire ou une annulation, ne serait-ce que partielle de cette dette, va libérer des ressources immédiates pour les États qui leur permettront de lutter plus efficacement et de faire face vraiment aux enjeux économiques et sociaux qui sont liés à cette crise. Parce qu'il faut soutenir les entreprises plus que jamais, soutenir les PME, soutenir la société et les personnes les plus défavorisées. Le secteur de la santé, comme vous le notez, où nous anticipons déjà 11 milliards de dollars en investissements supplémentaires qui vont être nécessaires pour venir faire face à cette pandémie-là de Covid-19. Donc, effectivement, je pense qu'il y a lieu de parler de surendettement et de plaider pour un moratoire ou une annulation partielle de la dette. Néanmoins, je tiens à mettre un bémol. Il faut se méfier de ce genre de mesures parce qu'elle peut nuire à la capacité ultérieure des pays à mobiliser la dette sur les marchés internationaux. Donc, nous avons vu au début des années 2000 l'initiative de l'annulation des dettes des petits pays très endettés. Et par la suite, il y a un bon nombre d'investisseurs internationaux qui ne sont plus allés vers ces pays-là pour leur accorder des prêts ou encore ont mis des conditions en termes de taux moins favorables à ces États-là. Donc, c'est un arbitrage qui a effectué. Bien évidemment, votre secteur d'activité, vos domaines d'activité, que sont la banque d'affaires et les opérations de levée de fonds, sont évidemment touchés par cette pandémie. Des états des lieux, quand même, peuvent être faits. Non, effectivement, je veux dire, notre secteur d'activité est directement lié à la santé économique globale et des différentes régions dans lesquelles nous sommes en activité. Et d'abord, le premier constat est de dire que nous avons eu une fuite de capitaux sans précédent en Afrique. Selon le FMI, nous estimons à plus de 80 milliards de dollars les fuites de capitaux des pays africains vers les pays émergents depuis le début de cette crise. Donc, ça crée un vrai déficit de financement qui aurait été alloué effectivement à financer certaines initiatives. Donc, notre secteur d'activité est touché de plein fouet et la capacité à mobiliser et à financer dépend de la santé économique des entreprises et des États que nous voulons financer. Et celle-là, elle est mise en doute, elle est mise en cause par cette épidémie dont les impacts sont encore incertains sur notre
tissu économique, sur notre tissu entrepreneurial. Donc, ces incertitudes-là découragent un peu les investisseurs et les rendent beaucoup plus prudents avant de s'engager vraiment dans des opérations d'envergure. Donc, les secteurs les plus touchés sont effectivement le commerce international. Nous avons aussi le secteur du tourisme qui est touché de plein fouet et de facto les infrastructures qui sont très dépendantes de nos relations commerciales avec la Chine notamment. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que des dispositions sont à prendre? Et parce que le Covid-19 aura forcément une fin, comme toute chose qui a une fin, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour la reprise lorsque cette pandémie prendra fin? Si oui, lesquelles? Effectivement, je suis d'avis qu'il y a des dispositions à prendre pendant et après cette épidémie de Covid-19. Donc pendant, déjà, il faut renforcer la résilience de notre système financier, c'est-à-dire renforcer la liquidité au niveau des banques et leur permettre de restructurer leurs ressources de sorte à, elles, permettre des extensions d'échéances aux prêts qu'ils ont accordés aux entreprises ou à permettre vraiment d'accorder des restructurations de prêts aux différents opérateurs économiques, ce qui va permettre de préserver quand même notre tissu d'entreprise qui est certes faible et encore beaucoup dans l'informel, mais qui est touché de plein fouet par cette pandémie-là. Au niveau économique, maintenant au niveau de la reprise, il faut que les pays d'Afrique subsaharienne s'en servent comme une opportunité unique de se réinventer, de redéfinir leur modèle de développement en tant que tel et accélérer l'industrialisation pour créer une valeur ajoutée supplémentaire. Donc notamment en transformant plus et notamment dans le domaine agricole où 70% de notre classe active tire ses revenus de l'agriculture. Donc en allant vers une industrialisation massive, nous allons pouvoir créer une valeur ajoutée qui pourra se répercuter directement sur ces personnes-là et qui sont la base vraiment de la pyramide de la population. Et parallèlement, il faut que nous nous en servions de cette crise-là pour renforcer les échanges commerciaux intra-régionaux, c'est-à-dire qu'on arrive à se créer des chaînes de valeur intra-régionales qui vont nous permettre de, en tant que continent, être plus résilients face aux chocs externes économiques de cette nature. Très bien. Alors, vous avez bien évidemment parlé des dispositions à prendre pour accélérer cette reprise. Dans ce processus de reprise de relance, vous avez parlé des différentes dispositions, mais quel est le rôle que peut jouer Sirius Capital en tant que banque d'affaires ou toute autre banque d'affaires dans ce processus de reprise de relance? Non, la question est pertinente parce que notre raison d'être, c'est de faciliter la mobilisation de capitaux et nous faisons face à un déficit de financement comme jamais vu auparavant. Le besoin au financement juste sur cette année estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars pour arriver à, disons, éviter la catastrophe sur le point de vue économique sur le continent. Donc, nous sommes déjà engagés auprès des États pour les aider à mobiliser sur les marchés locaux et sur les marchés internationaux à travers des émissions de titres publics, de type emprunt obligataire. Mais il nous appartient aussi de structurer des produits qui vont nous permettre de mobiliser beaucoup plus efficacement pour le secteur privé tout aussi. Donc je fais allusion à des financements de type Blended Finance par exemple, qui est la mobilisation de capitaux conjointement auprès d'institutions de développement et de partenaires privés les institutions de développement servent à dérisquer, à réduire le risque à un niveau acceptable pour que nous puissions mobiliser une quantité de capital beaucoup plus importante auprès des acteurs privés. Donc c'est ce genre de structuration-là que les banques d'affaires doivent mettre à la disposition des acteurs publics et privés pour vraiment relever ce challenge-là de financer la reprise et financer la résilience économique dans ce contexte de Covid-19. Très bien. Monsieur Smaïtissé, merci. Cette reprise se fera. Cette pandémie prendra fin. Merci de nous avoir donné les dispositions à prendre en tant que banque d'affaires, les conseils que Sirius Capital donne pour ce processus de relance et surtout de l'impact de cette pandémie de Covid-19 sur les marchés financiers dans la zone UEMOA et de manière globale dans tout le monde entier. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouverez sur la page Facebook des Sirius Capital. Merci de nous avoir suivis.
et à très vite.